Le parent me dit non mais je comprends pas, quand il vient au cabinet avec vous il pleure pas, et moi quand on est à la maison il pleure. Une maman qui a du mal à tirer son lait, qui a du mal à mettre bébé au sein, la position, ça c'est pas forcément dans une formation ostéo qu'on pourra forcément le voir. On a plusieurs écoles en France, mais on est régi quand même par des décrets, on peut pas faire n'importe quoi. Bienvenue pour cet épisode de Périnatal. Aujourd'hui on reçoit Virginie qui est ostéopathe et accompagnante périnatale. Elle va nous expliquer un petit peu sa pratique. Périnatal, le podcast des professionnels de la périnatalité. Bonjour Benjamin. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors je m'appelle Virginie May, je suis ostéopathe où je me suis spécialisée en pédiatrie et périnatalité et je suis également accompagnante périnatale. Je travaille dans le secteur du Beaujolais, à Chazé-d'Azergues exactement, dans une maison de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que c'est qu'un ostéo, ce qui fait l'ostéopathie, c'est quoi en gros? Alors l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle où on va effectivement travailler avec nos mains. On va venir travailler sur la globalité du corps pour venir rééquilibrer des blocages qu'on peut retrouver, des dysfonctions. Pour ça, on a plusieurs façons de travailler. On peut venir mobiliser le patient avec des mouvements. On peut venir travailler sur des manipulations, ou c'est ce qu'on dit quand on dit on fait craquer. On peut venir travailler sur les fascias. On va avoir vraiment plusieurs façons de travailler en fonction du patient. On va s'adapter à chaque patient et notamment en pédiatrie. C'est mécanique. C'est mécanique, voilà. Et tu dis on fait craquer, on n'est pas obligé de faire craquer. Non, on n'est bien sûr pas obligé de faire craquer, mais c'est souvent le langage courant qu'utilisent les patients de mon ostéo m'a fait craquer. On va vraiment s'adapter en fonction du cas du patient, de ses antécédents médicaux, de pourquoi il vient, voilà, on ne fait pas forcément craquer. Et par exemple, un tout petit, on n'a pas le droit de faire craquer. C'est uniquement des mobilisations et non des manipulations. Je te dis ça parce qu'en fait, moi j'ai une ostéo qui ne fait absolument pas craquer. Tu vois, et elle me dit que parfois c'est l'insistance des patients qui mais vous me faites pas craquer, vous me faites pas craquer, et au bout d'un moment elle en peut plus, elle fait craque. Il y a autant d'ostéo que d'ostéopathie. En fait, en gros, on peut prendre 10 ostéos les uns à côté des autres, on n'aura pas la même façon de travailler du tout en fonction de notre expérience, notre formation, ce qu'on a pu faire derrière et tout ça, et notre ressenti. Parce qu'il n'y a pas une école nationale avec un diplôme unique et tous les ostéopathes sortent de là avec le même diplôme. On a plusieurs écoles en France, mais on est régi quand même par des décrets. On peut pas faire n'importe quoi. On a un certain nombre d'heures à faire sur 5 années d'études, avec un certain nombre d'heures cliniques, un mémoire à présenter. Enfin voilà, c'est pas non plus, on est quand même assez régi par quelque chose. Mais par contre, après, voilà, il y a toujours des dérives sur des ostéopathes qui vont faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, une fois qu'ils ont le diplôme en poche. Mais en général, c'est très cadré. C'est très cadré. Vous n'êtes pas professionnel de santé? Non, de la santé, mais pas de santé. Une distinction pour pas qu'on vous confonde avec des médecins, quoi. Exactement. On n'a pas d'ordre, on n'a pas un ordre médical comme un médecin. On n'est que les ostéos. On a notre syndicat si on veut, mais on n'a pas d'ordre. On n'est pas suivi par des ordres et régi par un ordre. Et là, on essaye de limiter au niveau des écoles pour que vraiment tout le monde se mette au diapason sur le programme à présenter, parce qu'on a beaucoup d'ostéos qui sortent avec peu de place par la suite sur le travail, donc sur le marché, donc voilà. Ouais. Donc c'est ça commence à être saturé, trop saturé. Donc du coup voilà, là les écoles, il faut vraiment qu'elles aient une formation qui respecte des décrets tout simplement. En fait, on n'a pas le choix. Si on est là aujourd'hui tous les deux à discuter, c'est parce que tu t'es formée dans la périnatalité. Pour la petite anecdote, Virginie, on l'a connue à l'EDPP, c'est une apprenante de l'EDPP. Tu t'es formée À tout. Ouais, à tout, et sur plusieurs années. Je crois que tu as fait ta dernière formation l'année dernière, quelque chose comme ça. Oui, en décembre 2025, ouais, en portage. Donc tu t'es formée dans la périnatalité. Déjà, première chose, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Explique-nous ça. Alors je pense que le fait d'avoir été maman en 2017, ça m'a aidée et ça m'a accompagnée dans le choix de me former à la périnatalité. Pourquoi? Parce que j'étais ostéopathe, où je faisais un peu de pédiatrie, mais pas tant que ça. Et j'avais envie de changer un peu ma façon de travailler. Il faut savoir que je travaillais dans une école, j'étais enseignante dans une école et aussi en coordination dans cette école-là. Et effectivement, j'ai voulu en apprendre un peu plus sur la pédiatrie. Et c'est vrai qu'en ostéopathie, on a un cursus de pédiatrie, mais on ne va
va pas parler forcément de portage, d'allaitement, de bain enveloppé. Et j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans ces recherches-là. Et puis je pense que j'ai eu un traumatisme quand ma fille a fait son premier bain à la maternité, ça m'a traumatisée. Et du coup, la première formation que j'ai fait à l'EDPP, c'était le bain enveloppé, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que le bain enveloppé, comment accompagner des parents quand ils sont à la maternité, comment les accompagner à la maison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux en parler? Alors en fait, tout simplement, ma fille est née le lundi, le mardi, on doit lui donner son bain et après ça va venir de l'équipe qui nous accompagne à la maternité. Moi, j'ai pas accouché dans la région lyonnaise, mais du coup, voilà, on déshabille mon bébé, on le met sur la paillasse, on le savonne, on le met dans l'eau et en fait, forcément nous, les jeunes mamans avec la montée d'hormones un peu compliquée, j'avoue que je m'étais mise à pleurer un peu pour rien et c'était non mais vous allez pas assez vite, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Donc j'avoue que tout mon séjour à la maternité, je n'ai pas voulu donner le bain à ma fille et j'ai mis quelques semaines avant de le donner moi. C'était mon mari qui donnait le bain et qui m'a remontré comment faire sur un cadre plus calme, plus serein, sans culpabilisation. Bah déjà, t'as pas pleuré pour rien. Non, j'ai pas pleuré pour rien. J'ai pleuré à cause des hormones et parce que c'était un trop. J'entendais tous les bébés pleurer autour de moi. Et puis jeune maman, première fois de ma vie que je suis maman. On sait pas ce qui se passe le après en postpartum. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué. Et je sais qu'en discutant avec des gens autour de moi, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Donc je me suis dit ok, j'aimerais me former moi sur les bains enveloppés et puis je trouve ça tellement apaisant de mettre un bébé dans un lange et de montrer aux parents comment faire parce que le but c'est que ça soit eux qui réalisent le bain. Et faut savoir que nous on forme énormément d'hôpitaux, de maternités et de néonates justement parce qu'en fait c'est quelque chose qu'ils mettent en place maintenant parce que on pense au stress des parents, donc toi tu as eu et tout, il y a aussi le stress des soignants. En fait, ils sont là, ils ont été formés, mais à une pratique qui a quelques années, quelques décennies, où justement on leur a dit on fait comme ça pour savonner en dehors de l'eau, etc. Et résultat, en fait, elles pensent bien faire. Et, elles appliquent ce qu'on leur a montré. Voilà, en fait. Et c'est logique en fait, donc on peut absolument pas leur en vouloir. Je le dis parce que c'est quand même important, on peut absolument pas leur en vouloir. Et ce qui est beau, c'est que par contre, ça explose la demande des hôpitaux pour notre formation en bain émotionnel enveloppé. On le voit de plus en plus, effectivement. Et du coup, ça donne un meilleur accompagnement. Et en plus, du coup, elles ont vécu cette bonne expérience. Elles le reproduisent à la maison. Elles vont voir des accompagnantes périnatales parce qu'elles se disent mais en fait c'est trop cool, on apprend plein de trucs avec des accompagnantes périnatales. Enfin, ça crée un maillage. Voilà, c'est un cercle vertueux, merci. Et ça crée un vrai maillage. Donc, je répète, on ne pleure pas pour rien. Non. Si on pleure, c'est parce que il y a quelques. Par les émotions. En fait, il y avait les émotions. En fait, s'il y avait rien eu, t'aurais peut-être pleuré, mais de la sensibilité. Voilà, je veux dire que les jeunes mamans qui nous écoutent, voilà, on ne pleure jamais pour rien. Ouais, il y a toujours quelque chose. Et effectivement, enfin voilà, c'est important de le souligner. Si je résume ton parcours. Une fois l'ostéopathie mis de côté, c'est ta fille qui t'a attiré vers la périnatalité. C'est ça. Et puis j'ai toujours été vraiment attirée par les enfants, par la périnatalité en cabinet, mais je pense qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur en disant oui, est-ce que je sais suffisamment, et puis il y a des fois on va faire des formations qui sont liées à notre métier et on se rend compte que ça répond pas forcément à nos questions, à nos attentes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me former un peu plus sur la périnatalité, mais en dehors de l'ostéopathie, pour en apprendre beaucoup plus, parce que effectivement avec l'école le DPP, on parle vraiment des neurosciences, on parle on parle de tout, des expériences des formateurs, des expériences des apprenantes, et résultat, on vient piocher pas mal d'informations qui va nous permettre aussi d'augmenter notre boîte à outils pour notre accompagnement avec ces futurs parents, ces jeunes parents au cabinet, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y aurait des formations dans les écoles d'ostéopathie. Oui. Typé sur la pédiatrie, mais pas aussi poussée. On va pas, en tout cas, moi dans celle que j'ai pu faire, on parle pas forcément du lien d'attachement. On va pas venir travailler beaucoup sur l'attachement sécure. On va parler de psychomotricité, on va parler de réflexes archaïques, on va parler un petit peu d'allaitement, mais on va pas aller trop loin parce qu'il y a quand même que un certain nombre d'heures qu'ils peuvent faire et c'est pas assez complet pour donner le bagage. Et puis c'est des étudiants qui font 5 années d'études,
On peut pas leur mettre 2 années de pédiatrie à faire. C'est pour ça que quand on est formé en ostéopathie, généralement derrière on fait des post-grades qui vont se spécialiser sur la succion, sur l'allaitement en ostéopathie, sur le sommeil en ostéo et ainsi de suite. Mais pas que, c'est ça, mais pas que de l'ostéopathie. Je pense qu'il est important, et je reprends la casquette d'ostéopathe, de se former pas que en ostéopathie sur tous ces modules-là, mais vraiment d'aller chercher dans d'autres écoles pour justement dire qu'est-ce que l'allaitement, comment ça fonctionne, comment on accompagne une maman. Et oui, le point de vue ostéo, on l'aura en cabinet, mais il n'y a pas que ça. Une maman qui a du mal à tirer son lait, qui a du mal à mettre bébé au sein, la position, ça, c'est pas forcément dans une formation ostéo qu'on pourra forcément le voir. Peut-être qu'il en existe, et je ne sais pas lesquels, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, je pense que c'est bien de se former sur d'autres modules en dehors de l'ostéopathie pour venir accompagner des enfants, des bébés, des parents. De toute façon, moi, je pense que du moment que tu es en rapport avec des mamans, des jeunes mamans et des bébés, tu te formes sur l'allaitement. T'es obligé. C'est une obligation. Parce que tu as toujours une question. Oui. Est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que mon lait est assez riche? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Et si tu réponds alors que tu n'as pas d'enfant, donc tu vas répondre avec ta non-expérience. Bon, tu peux, si t'es formé. Si tu l'es pas, voilà, tu pourras pas forcément répondre. Et si tu réponds avec ton expérience, t'es biaisé, parce que soit l'allaitement s'est très bien passé, et dans ces cas-là, ça veut dire dans ta tête que tous les allaitements doivent bien se passer, ou alors ton allaitement a été catastrophique, et ça va être une catastrophe pour tout le monde. Et en fait, il y a tellement un spectre que je pense que jeune maman ou bébé égale, je me forme à l'allaitement. Et moi, je sais qu'au début, je voulais pas me former à l'allaitement parce que je travaille avec des sages-femmes autour de moi et qui font des ateliers allaitement. Et je me suis dit, non, je veux pas le faire parce que je veux pas qu'elles pensent que je leur vole leur activité. Et puis en fait, au final, je me suis dit, je vais quand même former pour moi connaissance personnelle parce que j'en ai besoin. Et en fait, il y a pas une journée au cabinet quand j'ai un nouveau-né où la maman qui allait, on n'en reparle pas parce que effectivement l'exemple de la maman qui me dit je n'ai pas assez de lait, je n'arrive pas. Oui, alors il y a peut-être effectivement une petite capacité de stockage, un bébé qui prend pas bien le sein parce qu'il a une succion un petit peu compliquée, il faut revoir les conditions de l'accouchement, de la grossesse. Et en fait, effectivement, je pense que c'est un indispensable sans faire forcément d'atelier. Moi, clairement, je ne fais pas d'atelier d'allaitement, mais j'accompagne parce que j'en ai besoin dans ma pratique ostéopathique de connaître comment ça fonctionne. Et quand ça devient effectivement très poussé, où là c'est une consultante en lactation qui doit prendre le relais, je renvoie auprès d'une collègue qui fait que ça. D'une sage-femme, voilà, c'est vraiment important de s'entourer aussi d'une équipe pluridisciplinaire qui vont être spécialisées quand on arrive dans des choses un peu plus atypiques. Oui, dans la pathologie. Dans la pathologie. C'est ce qu'on fait dans la formation allaitement. On pose souvent la question, je dis la formation s'arrête à la pathologie. C'est quand on sait, quand on suspecte la pathologie, il n'y a pas de diagnostic, on renvoie à une professionnelle de santé, etc. Franchement, je suis d'accord. Allaitement, c'est important, c'est important. Ou le non-allaitement d'ailleurs. Hein. C'est justement en se formant à l'allaitement, on se forme au non-allaitement aussi. Hein. Ne pas culpabiliser les parents. Moi, quand j'ai des parents qui viennent parce qu'ils peuvent pas allaiter, parce qu'ils ne veulent pas, ou ils ont voulu, la maman a voulu, et puis elle n'a pas du tout aimé, c'est ok. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Par contre, après, on va essayer de trouver le bon biberon, le bon lait. Et donc ça, c'est un travail avec les médecins. Avec il faut aussi se former là-dessus sur les laits infantiles, sur les biberons, sur les tétines. Ouais. Nous, on avait une orthophoniste qui avait fait une formation chez nous justement parce que en fait je trouve que dans la périnatalité, bon après c'est un biais de représentation parce que je travaille dans la périnatalité, peut-être que c'est dans le cas dans tous les domaines d'activité, mais en fait il y a une sorte d'élasticité, de plasticité on va plutôt dire, entre toutes les disciplines. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas sectorisé. La psychomote qui va travailler avec l'ostéo, qui va travailler avec l'ortho, qui va travailler. Tout le monde travaille ensemble et c'est le but en fait d'une prise en charge d'un patient, d'une maman, d'un bébé, du papa, parce qu'on l'oublie aussi beaucoup quand on parle de parentalité, on parle souvent maman-bébé, mais il y a aussi le papa. C'est ce que j'adore dans nos groupes quand on a une ostéo. Tu vois, une monitrice de portage, on a une sage-femme, et tu vois, tu as tous les corps de métier, et du coup, ça fait des échanges, ils sont géniaux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta pratique, au quotidien de l'ostéopathie, justement, cette approche pédia et périnatalité ?
Déjà les connaissances, quand j'ai un parent qui arrive, on va prendre le cas d'un nouveau-né qui a quelques semaines, je vais faire mon anamnèse moi très ostéopathique, mais je vais quand même venir évoquer le sommeil, l'alimentation, l'allaitement. Puis on va repartir un peu sur les bases du portage à bras, parce que des fois les parents sont un peu, et c'est normal, un peu gauche de comment porter bébé, je le prends sous les aisselles, donc là on va refaire un point dessus. Ce que ça m'apporte aussi, c'est quand je teste un bébé en ostéopathie sur la succion et que la maman allaite, du coup, super, on va pouvoir mettre au sein, je vais pouvoir venir observer si on a une bonne succion, respiration, enfin déglutition des respirations. Je vais venir travailler, on va regarder. Finalement, ça me donne des tips à chaque fois dans mes consultations, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu apprendre avec mes formations, que ça soit sur les pleurs et sommeil, j'ai fait le bain enveloppé, j'en parle aussi du bain enveloppé en consultation sur des bébés qui ont besoin d'être contenus, où le bain est difficile. Quand on discute avec les parents, je vais leur expliquer, vous voyez, vous pouvez peut-être faire cette stratégie-là quand vous le mettez dans le bain. Ça va être aussi... Au niveau de la réflexologie plantaire, j'ai eu le cas pour des enfants un peu plus grands, une petite fille de 2 ans qui vient parce que ne va plus aux toilettes, elle est en plein dans la phase anale, je ne veux pas faire caca, ça sort de moi. Au final, la maman vient me voir d'un point de vue ostéopathique et en fait en ostéopathie c'était ok, il n'y avait pas grand chose à travailler, c'était vraiment quelque chose à débloquer. Plutôt que de dire merci, au revoir madame, débrouillez-vous avec ça, et la maman était infirmière, stressait, donc du coup tous les jours t'as fait caca, donc là déjà on a déconstruit ça en lui disant on la laisse tranquille, si elle fait caca, vous le verrez. De toute façon, vous allez le sentir, vous allez le voir, elle va vous le dire, ou elle aura fait dans sa couche, pas de souci. Et par contre, on va mettre en place un protocole de réflexologie plantaire autour de la constipation. Et effectivement, la maman l'a fait, et je suis restée en contact avec elle plusieurs semaines, et en fait, en quelques jours, c'était réglé. La petite appréciait beaucoup le protocole, le massage du pied. La maman, ça a permis de reprendre confiance en elle, de dire, ok, j'ai pas mal fait, c'est normal, c'est une phase et une étape normale pour mon enfant. Et du coup, ça s'est réglé assez rapidement. Donc, je trouve que ça me permet vraiment de prendre en globalité le parent quand on parle de l'attachement sécure aussi, où le parent me dit non mais je comprends pas, quand il vient au cabinet avec vous, il pleure pas. Et moi, quand on est à la maison, il pleure, et quand on a du monde, il pleure pas. Ok, on va déconstruire, on va reconstruire, c'est normal. Moi, je suis une inconnue, il ne me connaît pas. Vous êtes son lien d'attachement, vous êtes son attachement sécure. Donc avec vous, il se livre, avec moi, il se ferme entre guillemets. Donc c'est normal, pas d'inquiétude, et c'est même bien qu'il pleure avec vous. Et voilà, c'est ok. Et là, ah oui, donc ça vient pas de moi. Non, c'est normal, c'est un processus normal et physiologique de votre enfant, et c'est que vous jouez bien votre rôle de parent, où vous savez le rassurer, et il n'y a pas de problème, quoi. Et pour les parents, les jeunes parents qui nous écoutent, c'est valable à tout âge, c'est valable pour les ados. Oui, c'est valable, oui, exactement. Qui vont râler et qui vont nous dire qu'ils sont pas d'accord sur les horaires ou quoi que ce soit. Mais par contre, lorsque le chauffeur de bus arrive à 8h01, ils sont à 8h devant, ils sont là, exactement. Oui monsieur, il n'y a pas de problème, ils présentent le titre. Tout à fait normal, et c'est même sain que ça se passe comme ça, effectivement, où voilà. Il y a aussi le côté où des parents qui arrivent, souvent les mamans un peu en pleurs, on veut que mon conjoint ou la famille veut tout le temps le porter, moi je veux pas. On essaye de réexpliquer qu'un enfant, quand il est porté, il est pas porté de la même façon, ça peut être angoissant pour lui, ça peut avoir cette sensation de tomber. Donc effectivement, au début, on va essayer de privilégier quand même les parents, parce que tout le monde a des odeurs différentes, entre ceux qui ont les parfums, les gels douche, ça peut faire trop d'informations, et donc c'est un bébé qui va beaucoup pleurer par la suite, ce qui est normal, il décharge, il évacue un peu tout. On refait toujours le point sur plus on porte bébé dans la journée, moins bébé pleure le soir, on diminue de 50% les pleurs. Les fausses croyances de mais tu vas l'habituer, mais non, on n'habitue pas un bébé. En fait, pendant 9 mois, quand il naît, c'est encore une vie fétale, il a besoin d'être porté. Donc tout ça, en fait, ça m'aide vraiment à les rassurer, parce que souvent les jeunes parents d'aujourd'hui, notre nouvelle génération, on est plus sur le côté bienveillance, je vais porter mon bébé, je réponds aux pleurs, et souvent on est moins compris par les anciennes générations, ce qui est normal, mais du coup il faut que eux ils arrivent à déconstruire ça auprès des anciennes générations, de dire non, en fait aujourd'hui il y a aussi des études qui le montrent, il y a des neurosciences, et c'est ok en fait, et mon bébé il va être beaucoup plus autonome dans plusieurs mois parce que j'aurai été présent à un moment donné, que si je le laisse tout seul, il sera toujours agrippé à moi même à 18 ans, parce que il sait rien faire de lui-même. Comme on dit souvent, pour se détacher, il faut d'abord s'attacher. Exactement. C'est super important à comprendre, et pour les jeunes parents, souvent
on a, et donc toi tu as dit 2017, c'était hier quoi. Bah ouais, c'est ça. Hein. En fait, on a des convictions, on a cette sensation qu'on fait bien les choses, ou alors qu'on les fait mal, mais qu'on veut essayer de bien les faire, etc. Mais on ne sait pas forcément l'expliquer. Et c'est ok si on se trompe. Moi, c'est ce que je dis aux parents, on s'est tous trompés. Moi, la première, j'aurais rêvé d'avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui quand j'ai été maman, parce que je me suis sentie dépassée, je me suis sentie toute seule, pas accompagnée. En plus, j'étais loin de ma famille, enfin, c'était difficile. Et je me dis, mais j'aurais tellement rêvé savoir qu'un enfant, on peut le porter comme ça, qu'on peut faire ça. Quand il pleure, bah oui, le bain, on n'est pas obligé de le donner. Dans les hôpitaux, ils ont pas le choix, c'est protocolaire, donc c'est à des horaires donnés parce que c'est des équipes, donc c'est ok. Mais à la maison, s'il faut donner un bain enveloppé de détente à 10h du soir parce que c'est le seul moyen que bébé se sente bien et libère tout, bah c'est ok en fait. Bah, on prend bien une douche pour se détendre. Exactement. Donc je trouve que c'est voilà, moi je sais que dans ma pratique ça m'accompagne tous les jours en ostéopathie et je pense que c'est ce qui va faire un peu la différence aussi sur ceux qui n'ont pas forcément ce genre de formation. Parce que bah, les parents vont me poser des questions, je vais savoir répondre, et quand je ne sais pas répondre ou quand ce n'est pas dans mon champ de compétences, je vais me renseigner ou je les renvoie auprès de collègues avec qui je travaille pour qu'ils puissent avoir une réponse. Je les laisse pas tout seuls en tout cas. Et je sais pas si toi tu le vois dans tes consultations, mais je trouve que les jeunes parents sont aussi victimes des algorithmes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils voient une vidéo orientée de telle ou telle façon sur Instagram, et en fait le réseau va leur proposer toujours le même truc, soit dans un sens positif pour eux, soit dans un sens négatif pour eux. Et en fait, ils vont être complètement perdus. Il y a trop de choses aujourd'hui, c'est un peu peut-être le côté négatif des réseaux, c'est qu'il y a trop d'informations qui sont faites par tout le monde et n'importe qui, des gens formés et non formés, et du coup, ils vont tester des fois 10 000 choses, sans donner de nom, mais le côté je fais péter mon bébé, j'appuie sur le ventre, alors qu'on sait que c'est interdit en ostéopathie, qu'on a des décrets là-dessus, que c'est des mobilisations qui sont pas acceptées pour un bébé parce que ça va venir irriter les intestins et tout ça. Bah non, et du coup, moi j'ai des gens au cabinet qui me disent oui, mais si je fais ça, alors non, on ne fait pas ça, on va faire autrement, voilà ce qu'on peut mettre en place, ou c'est plutôt adapté à un enfant. Voilà, pareil sur... Alors, votre bébé a le droit de péter. Oui, mais le bébé a le droit de péter. Oui, mais non, c'est la façon de le faire. La question, c'est que normalement, et tu me dis, parce que je discutais avec ma super ostéo préférée il y a quelques semaines, c'est tu fais des mobilisations, tu travailles sur le bébé, et normalement, il pète. Voilà, mais c'est juste physiologique. Il y a un bébé qui pète, il faut se poser des questions aussi. Pourquoi il pète? S'il pète toute la journée, c'est qu'il y a un souci au niveau de la succion. Donc voilà. Mais voilà, c'est physiologique. Le prout de bébé est physiologique et il arrive, mais on n'a pas besoin de le provoquer sciemment. Non, il n'y a pas besoin. Et aujourd'hui, on voit trop de vidéos où c'est un jeu de faire péter bébé. Non, ça en fait pas. Je suis influenceur à Dubaï et je fais venir un ostéopathe exprès pour ça n'a aucun intérêt. Après, peut-être que l'ostéo dans sa prise en charge, on voit qu'une partie, on ne sait pas, donc on peut pas juger. Donc on voit qu'une partie hors contexte, mais effectivement, c'est des choses où on ne fait pas. Donc attention à ce qu'on voit, attention aussi des fois des personnes qui font des bains, qui mettent des fleurs, qui mettent On en avait discuté avec une formatrice, et elle me disait maintenant à Noël c'est les boules de Noël. Non, la seule chose qu'on peut mettre dans l'eau d'un bain d'un bébé, c'est du lait maternel en fait, uniquement. C'est tout. Avec toutes les peintures qu'il y a sur nous, on milite pour ça, hein, toutes les peintures, tous les apprêts, les vernis qu'il y a sur les objets et tout. C'est ça. Au-delà, en plus du risque de mobilisation des réflexes archaïques, de recherche et tout ça, où l'enfant pourrait mettre les voies respiratoires dans l'eau. Hein, donc, Je pense que les parents, quand ils veulent faire une prestation comme ça, que ça soit du portage, un bain enveloppé, ou même de l'ostéopathie. Alors aujourd'hui, en ostéo, on prend rendez-vous sur des plateformes spécialisées là-dedans, mais il faut pas hésiter à appeler l'ostéo s'ils ont besoin d'en savoir plus, d'appeler l'accompagnante périnatale ou parentale pour en savoir plus de comment vous pratiquez. Mais le bain enveloppé, vous allez le faire comment? En fait, on
on est là aussi pour vous rassurer et pas pour vous faire croire des choses. Voilà, un bain enveloppé, si on a un bébé qui prend pas son poids, on va pas faire un bain enveloppé en fait. Et moi je le dis aux parents, non, aujourd'hui, on va attendre qu'il reprenne un peu son poids. Si on le fait dans 2 semaines ou dans 10, on s'en fiche en fait. On peut le faire à 7 ans. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que le bébé soit bien, qu'il n'y ait pas de soucis de santé, parce que oui, c'est joli, ok, c'est super instagrammable, machin, mais c'est pas que, en fait. Le but, c'est de créer un lien avec son enfant, c'est d'être dans un confort avec son enfant et que lui puisse se détendre, en fait, au-delà de ce qu'on voit filmer sur les réseaux, en fait, clairement. On le dit souvent, nous, on a l'expérience d'enfants en TSA, oui. Donc 7, 8, 9 ans, qui font des bains enveloppés parce que ça permet de calmer complètement l'enfant et puis la phobie de l'eau, etc. Et de créer un vrai lien. Et on a même une apprenante qui est venue faire le bain enveloppé. Tu la connais, non? Oui, je crois que je l'avais fait avec elle, ouais. Pour les personnes âgées. Oui. Voilà, dans les piscines. Ouais. Donc un bain, c'est à tout âge. En fait. Ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Non. C'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes de mode via les réseaux. Et attention en fait, il faut pas, il faut quand même qu'il y ait des formations solides, des connaissances et c'est pas juste pour faire joli. C'est pas. On a quand même des nouveau-nés entre nos mains. On a quand même des parents qui peuvent être fragilisés par cette parentalité parce que jeunes parents, parce que soucis à la naissance, après la naissance. Donc c'est important et il faut vraiment prendre ça en compte en fait. On parle de plus en plus, tu sais, du suicide maternel. Première cause de mortalité chez les femmes, l'année suivant l'accouchement. J'étais interviewé il y a 1 an et demi là-dessus par le journal local pour savoir comment. Déjà, la question c'était faut-il aider les mamans, tu vois? Donc la réponse c'est oui. Quoi qu'il arrive, c'est faut les aider. Et donc ma question c'est toi dans l'ostéopathie, donc tu peux nous ramener le côté mécanique si c'est intéressant, mais au-delà de la mécanique, il n'y a pas que. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu apportes justement à ces mamans? En fait, d'un point de vue ostéopathique, quand la maman elle arrive, elle est dans le mal, elle est dans même la dépression postpartum. En fait, c'est pas la manipulation, la mobilisation ostéopathique qui va faire grand chose. En fait, ça va être effectivement, on va venir écouter, puis on va surtout accompagner et on va rediriger cette maman, qu'elle se retrouve pas à être toute seule. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle va se faire manipuler en ostéopathie qu'elle va ressortir et je suis bien. Effectivement, en ostéopathie, on travaille sur la mécanique, on travaille sur le fonctionnel, on travaille surtout en fait sur la globalité. Mais moi, j'ai des mamans, effectivement, des fois qui arrivent, pas forcément pour elles, pour leur bébé, et qui s'effondrent au cabinet, qui me disent « ça va pas, mon bébé il a des reflux, je ne dors plus, je suis pas bien, j'arrive pas à créer du lien avec mon enfant ». Et donc là, ça va être déjà le premier temps où on va venir vraiment déculpabiliser cette maman, parce qu'en fait, elle est dans une culpabilité énorme, et parce que c'est une mauvaise mère, ce qu'elle sait pas gérer, parce que son premier c'était pas ça, et que là elle fait ça, et qu'en plus on lui dit « mais tu sais, c'est pas bien de dormir avec ton enfant », donc trop de choses, trop de gens qui s'en mêlent. Et je pense que notre rôle, mais pas que en tant qu'ostéopathe, je pense en tant que personne, quand on a une maman dans une détresse, c'est effectivement de pouvoir parler avec elle, pouvoir évoquer qu'il peut y avoir ces signes de dépression et surtout pouvoir aussi réorienter et en parler avec son cercle de thérapeutes qu'elle a autour. Moi, ça m'est arrivé de contacter une sage-femme en lui disant « j'ai eu ta patiente, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais que tu vas la revoir, il faut qu'on ait un œil vigilant sur cette personne-là pour pas qu'on sombre dans l'autre côté de la dépression et que du coup qu'après on aille beaucoup plus loin que cette dépression-là. » Mais c'est pas juste ok, elle vient, elle a pleuré, elle a lâché son sac, elle s'en va et je la laisse tranquille. En tout cas, je pense que les personnes qui font ce métier pour accompagner les parents, la périnatalité, ne vont pas laisser la personne repartir sans écoute. Moi, ça m'arrive de reprendre des nouvelles, de dire aux parents, la maman, vous m'écrivez, je suis là, vous n'hésitez pas. Mais je peux pas le faire toute seule. Et en tant qu'ostéopathe, effectivement, je vais pas pouvoir enlever une dépression ou des envies suicidaires ou c'est pas là il faut réorienter, c'est important. On n'est pas Superman, on ne peut pas tout faire, on travaille en équipe. On parle de la maman, le coparent ou on va dire le papa, si on parle des hommes, donc là déjà on va parler des hommes. T'as des hommes dans le cadre de la périnatalité ?
Alors moi quand je les aide, du coup moi dans mon cabinet, c'est vrai que j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Ostéobulle, où je vois uniquement la femme enceinte, le postpartum, les nourrissons et jusqu'aux enfants adolescents. Et en fait, le papa vient plutôt en accompagnement de la maman. Là, à chaque fois que j'ai vu des papas, c'était plutôt des papas relax. C'est-à-dire plutôt des papas à dire à sa femme non mais c'est bon, arrête, voilà, pas trop stressé, mais peut-être parce qu'aussi voilà, c'est des tempéraments, donc j'ai pas eu encore affaire vraiment au papa très stressé, peut-être une fois où effectivement on redescend en disant mais tu sais c'est normal, quelqu'un que je connaissais qui a eu des enfants, et du coup ça a été plutôt c'est normal, tu as le droit de te sentir comme ça, tu as le droit. Mais c'est vrai que on parle de la dépression postpartum de la mère, mais on parle jamais du papa. Moi ce que je trouve toujours, et c'est beaucoup ce que ressort avec les mamans, c'est que la maman quand elle est enceinte, on le sait, elle est au centre de tout, elle accouche, elle est en second plan, et du coup le papa est aussi un peu en second plan. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est aussi important quand on les a en consultation d'accompagnement ou autre, de bien observer aussi la triade, les parents, le papa, la maman, le bébé ou l'enfant, de voir un peu comment ça fonctionne, d'impliquer le papa aussi dedans, parce que souvent ça reste à la maman, parce que bah oui elle allait, oui, mais le papa fait d'autres choses. Certes il n'allait pas, mais il va venir donner le bain, il va venir changer le bébé, il va venir, et donc redonner des petits outils aussi, et c'est important. Et pareil quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on travaille pas tout seul, on en parle à la personne et on réoriente ou on contacte quelqu'un pour essayer de mettre en place des choses, quoi. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais il suffit pas de dire t'inquiète chérie, tout va bien. Il faut aussi prendre le relais avec des gestes concrets, parce qu'en fait on pourrait dire bah c'est bien, il est relax, il culpabilise pas sa femme, etc. Oui, mais en fait il faut à un moment donné aussi prendre le lead. Voilà, le portage c'est aussi pour c'est aussi pour les papas, c'est pas que pour les mamans. C'est pas que la maman, voilà. Le bain c'est pas que la maman, c'est pas. Alors après des fois par moment, c'est vrai que la maman, on est toutes pareilles, on veut faire parce qu'on est dans le contrôle de tout, et du coup, des fois, on laisse peu de place à papa, et c'est là aussi où c'est bien d'expliquer à la maman que le papa a toute sa place et que oui, elle peut lui faire confiance. Et des fois, c'est même pas un manque de confiance, c'est juste que c'est des personnalités, on est tellement dans le contrôle qu'on veut tout faire, tout gérer, et donc on laisse peu de place au papa qui aimerait, mais qui en même temps veut pas brusquer sa femme parce que voilà, elle est jeune mère, parce que il veut pas. Donc voilà, là on essaye de discuter et de remettre des choses pour que le papa puisse un peu plus intervenir et soulager la maman. Et dès que la maman va se rendre compte que ah oui, ça me soulage un peu quand même. Là, j'ai un petit peu de temps pour moi, pour aller prendre ma douche, sans avoir bébé avec moi, bah ok. Oui, parce que les femmes sont quand même victimes d'une grosse injonction sociétale qui est d'être une bonne mère, d'être une bonne épouse, une bonne femme au travail, tout quoi. Ouais, une bonne entrepreneuse. Si en plus sur son Instagram elle suit des entrepreneuses. On a une charge mentale qui est très importante et on a tendance un peu à l'oublier. C'est pour ça que bah voilà, on a vite des mamans qui sont vite submergées, mais parce que on nous impose ça aussi un petit peu. Hein. Après, je pense que le conjoint ou la conjointe qui est le coparent, parce qu'on parle des hommes, mais il y a pas nous, que le papa. Oui. Nous, on accepte et on travaille avec toutes les familles, c'est pas la question. A aussi une charge mentale. Oui. Elle est différente. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, je ne sais pas par quel biais encore, faire coexister cette charge mentale féminine, parce qu'il y en a une. Hein, les tâches ménagères, tu l'as dit, qui sont encore mal réparties, les injonctions sociétales, etc. Et celles du coparent, qui sont différentes et qui malheureusement se confrontent. Oui, de s'aider et de mettre en place des choses. En fait. Après, on peut avoir un tiers aussi qui intervient, comme le ménage qui est pris en charge. Voilà. Les TGSF qui viennent. Les gens ne savent pas que la PMI aussi peut aider. Ça, on le redit dans les podcasts. La PMI peut. Il faut pas hésiter si on se sent. On n'a pas le budget pour aller faire une consultation avec une ostéopathe, avec une accompagnante périnatale, avec n'importe qui, une sage-femme, etc. On peut aller voir la PMI. Malheureusement, on croit que protection maternelle infantile, ça veut dire on va m'enlever mon enfant. Mais pas du tout. Alors, nous, on forme énormément de PMI et c'est vrai qu'il y a des agents de PMI qui nous disent mais en fait, on souffre du mot.
Parce que les parents pensent que on est là pour leur voler leur enfance si elles viennent dire j'en peux plus. C'est ça. Au contraire, on dit j'ai du mal pour ça, j'ai besoin d'un peu d'aide, etc. Et au contraire, la PMI est là pour ça. Et il y a aussi les associations de mamans qui viennent, de parents qui viennent faire des repas, qui viennent livrer les repas gratuitement. C'est que du bénévolat. Enfin, les mamans cadeaux, on appelle ça, pour venir apporter des repas à ces jeunes parents, parce qu'on arrive à la maison, premier enfant, ça chamboule tout. Hein, on va pas, mais dans le sens positif. Mais il y a aussi du côté un peu, il faut s'organiser, il faut recréer un cocon à 3. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que souvent les papas reprennent assez tôt le travail aussi. Donc ça, il faut aussi l'expliquer. C'est-à-dire que quand il y a un papa qui est à son compte, c'est compliqué aussi de lâcher l'entreprise à 100% pendant un congé paternité, qu'ils ont peu de jours malgré tout. Hein. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus long. En France, en Suède, c'est 450 jours. On a interviewé une Suédoise il y a quelques semaines. Là, c'est 450 jours. Ça peut être compliqué. Et effectivement, des fois, les papas se sentent démunis. Donc, je pense que les mamans, il faut pas hésiter à parler avec le papa, et les professionnels qui interviennent, que ça soit, comme je disais, la PMI, l'ostéo, la sage-femme, l'accompagnante, d'essayer aussi de dégrossir tout ça pour qu'ils puissent travailler, être ensemble, entre guillemets, mettre en place des choses ensemble et pas chacun dans leur coin, et du coup qu'on maximise les chances effectivement de faire des dépressions postpartum, alors que c'est pas le but, quoi. Pour parler de toi, ton cabinet, donc si un homme t'appelle en disant j'ai mal au dos, non, je ne prends pas. Je fais de l'ostéopathie pour tout le monde dans un autre cabinet qui est au même endroit, une demi-journée par semaine. Mais moi, dans mon cabinet, j'ai vraiment voulu prendre en charge. Donc pour le moment, je fais vraiment tout ce qui est femme enceinte, postpartum, nourrisson et enfant, plus l'accompagnement autour de ça. Dans un futur, j'aimerais vraiment aussi prendre la femme avant conception. Du coup, vraiment la femme dans sa globalité. Comme dit mon mari à chaque fois, on parle de l'hôpital femme-mère-enfant à Lyon. Il m'a dit, tu vas faire ton HFME de l'ostéopathie, et c'est un peu ça, effectivement, prendre vraiment ces mamans dans la globalité et dès le désir de peut-être avoir un enfant, ou c'est un peu plus long, ou voilà. C'est OFME, donc ostéopathe femme-mère-enfant. J'aimerais, ça me plaît en tout cas. Oui, mais c'est même intéressant d'un point de vue entrepreneurial, hein, si on fait un pas de côté et qu'on parle de gestion d'entreprise, avoir une niche, avoir une cible très claire, c'est aussi intéressant, hein, pour les entrepreneuses qui nous suivent. Et donc, même si on croit au début qu'on se ferme des portes, parce que on pourrait dire maintenant je vais accueillir tout le monde pour avoir le plus de clients possible au début. On crée un entonnoir en fait qui au final nous permet d'avoir nos clients rêvés en fait. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que moi j'ai eu ce cabinet avec tout le monde, et c'est pas un cabinet où je prenais plaisir. J'ai eu aussi ce côté très où j'étais salariée dans une école, je formais, j'étais à la direction, et puis j'ai voulu vraiment repartir à 100% dans le cabinet. J'arrive à un âge où je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Alors oui, c'est sûr que ça ferme des portes, on est d'accord. Moi, on m'a fait la réflexion de mais trop se spécialiser, c'est pas bien. Peut-être, mais en tout cas aujourd'hui on a des parents qui ont besoin qu'on soit spécialisé pour les accompagner. Donc moi j'en prends, je prends cette responsabilité là où je me dis c'est ok, je me forme, j'accompagne au mieux. Quand c'est pas pour moi, je travaille avec d'autres personnes, mais au moins je sais que j'aurais pu essayer de faire quelque chose et pas juste bricoler. D'un point de vue général, que ce soit ostéo ou dans l'accompagnement. Je veux pas faire de la bricole. Question bête peut-être, est-ce que tu acceptes la femme en général en dehors de sa conception, préconception et accouchement? Pour le moment, non, parce que c'est aussi un contrat mis en place avec l'ostéo avec qui je travaille. Oui. Voilà, je suis dans une maison de santé, donc pour le moment, non. Peut-être que sur du long terme, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette côté périnatalité qui m'intéresse vraiment, et où j'arrive au cabinet et j'adore prendre du temps avec mes patients. Très honnêtement, je ne fais pas des consultations d'1 heure en ostéopathie avec un nouveau-né. Au début, j'ai fait 1 heure comme tout le monde, après 1h10, 1h15, et maintenant je bloque 1h30 parce que je sais pertinemment qu'on va parler d'allaitement, qu'on va parler de biberon, qu'on va parler de portage, et qu'en fait, je donne des outils aux parents pour que quand ils sortent, souvent ils me disent
Ah bah c'est bien parce que ça finalement on les a pas eu parce qu'ils ont peut-être pas voulu faire des ateliers exprès avec leur sage-femme ou parce qu'à l'hôpital pas de chance, la maman a accouché à un moment où il y a eu plein de bébés, donc le personnel était restreint aussi, donc ils ont pas pu prendre le temps qu'ils voulaient. Et donc en fait moi je me dis ok, ils sont sortis, ils ont des outils, après s'ils veulent approfondir ils pourront avec qui ils veulent, mais en tout cas ils ont déjà quelques outils pour mettre en place et pour être aussi rassuré et de se dire ok, je suis capable de le faire quoi. Ou parfois le parcours était tout à fait normal, il y avait le bon nombre de soignants et tout. C'est juste que la copine au café leur a dit mais moi pour Titouan je suis allé chez l'ostéo, ça lui a fait beaucoup de bien, il pleurait plus après. C'est ça. Et tu vas chez l'ostéo et c'est à ce moment-là que tu poses les questions en fait. C'est ça, exactement. Donc voilà, moi j'aime bien prendre le temps et je sais que les parents apprécient ce temps-là parce que souvent je les vois en ostéo et puis après je les vois dans de l'accompagnement, le bain. Effectivement les massages et des fois je vois les mamans en massage comme là j'ai eu la semaine dernière massage prénatal qui me dit moi je vais apprendre à faire le bain enveloppé, je ne veux pas le faire à la maternité, donc là ça va être une mise en place de on va faire un atelier avant qu'elle accouche et puis je lui ai proposé que si elle avait besoin quand elle rentre à la maison, si elle voulait que je sois là mais que je savais qu'elle était compétente pour le faire seule, voilà qu'on pouvait faire ensemble sans problème. Ça ouvre des portes sur d'autres choses. Oui, parce qu'à côté, tu fais aussi du massage pré- et post-natal et du rebozo, tu m'avais dit. Exactement, du rebozo, de la réflexologie. Voilà, je fais aussi ces soins-là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment des mamans qui viennent avant et qui après reviennent me voir en ostéopathie, puis après m'emmènent leur bébé et puis après voilà. Et je me suis formée aussi sur d'autres choses, sur les reflux, comme je disais sur les laits infantiles, parce que c'est important et qu'aujourd'hui c'est leur quotidien en fait. Moi la plupart des patients que j'ai, des bébés, c'est des bébés reflux, des bébés à tête plate, donc il faut savoir faire des mesures, faut savoir expliquer, savoir pourquoi ils font un reflux et pas que traiter le symptôme. Alors du coup, tu as le meilleur de tous les mondes, parce que au final, au niveau ostéo, donc on a vu quelle période de la femme tu accueillais, et par contre, vu que tu as le rebozo, tu vas pouvoir honorer la femme finalement tout âge. À tout âge. C'est tout âge, voilà. C'est pas que centré sur la femme enceinte, le postpartum et tout ça. Là, c'est vraiment à tout âge. La femme qui veut concevoir, la femme peut-être qui a vécu un deuil et qui a une 50aine d'années. Et oui, c'est ça, c'est super. Et en plus de le faire à quatre mains, c'est encore mieux. Du coup, je le fais avec une amie qui est formée aussi au rebozo. Et je trouve, c'est ce qu'on s'était dit en voulant mettre ça en place, c'est que dans la vie d'une femme, c'est peu de fois où on a deux femmes qui s'occupent de nous, même jamais. En France, c'est pas dans notre culture. Et là, on s'est dit, en fait, ok, on le fait à deux. Et comme ça, la femme, elle est au centre du soin de A à Z. Et après, parce qu'on prend toujours des nouvelles après pour savoir comment ça va, parce que c'est un soin qui peut aussi remuer un petit peu émotionnellement, suivant ce que la personne vient déposer. Donc voilà, c'est vraiment... Je vois bien, à la fin de chaque formation rebozo, le tour de table, tout le monde pleure et tout. C'est une bonne chose aussi. Enfin voilà, c'est pas des pleurs de mal-être, c'est des pleurs de décharge, des pleurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, la femme qui vient se faire masser pendant sa grossesse, on va venir redéfinir les contours du corps, ou comme on explique, on vient pas masser le ventre, on vient vous masser vous. C'est vous qui êtes le centre du soin. Le bébé, il aura le temps d'être au centre du soin par la suite. Voilà, mais là c'est vous. Et pareil en postpartum où elles ont besoin d'avoir un temps pour elles et sans culpabiliser. Et si bébé est là, bébé est là et on s'adapte, il n'y a aucun problème là-dessus. Super, je te remercie vraiment pour cet échange. Tu avais le sourire, vraiment, tu es passionné par ce que tu nous as dit, ça c'était vraiment sympa. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, que ça soit à destination des ostéos, des jeunes, des accompagnantes périnatales, des parents? Est-ce que tu as un truc où tu dis j'aurais aimé dire ça? Je pense que j'ai tout dit, mais surtout aux parents, faites-vous confiance. Vraiment, vous en êtes capable. Et oui, vous allez faire des erreurs. On en a tous fait, moi la première. Et c'est pas grave, on apprend du moment qu'on balance pas bébé par terre, c'est ok en fait. Donc voilà, faites-vous confiance et n'hésitez pas à vraiment contacter les personnes où vous souhaitez faire des soins pour être aussi rassuré si vous en avez besoin. Ça peut être aussi par mail. Enfin voilà, il faut pas hésiter, il faut pas se dire oui mais je vais déranger, oui mais j'ose pas. Non, on est là pour ça. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En général, les personnes qui travaillent dans la parentalité et la périnatalité sont des gens qui sont animés par cette passion d'accompagner, d'accueillir, de soutenir. Donc en général, si vous demandez conseil, on vous donnera un conseil.
Et je pense que tous ceux qui sont dans la périnatalité, on le sait, hein, remettre à jour nos connaissances régulièrement. C'est pas parce qu'on a fait une formation il y a 5 ans que les choses n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Et puis être ouvert aussi aux autres professionnels, parce qu'on apprend beaucoup des autres professionnels. Enfin, en tout cas, moi, je travaille beaucoup comme ça. J'aime travailler avec d'autres professions parce que ils m'apprennent des choses, je leur apprends des choses, et du coup, on travaille ensemble et c'est génial. Et c'est ça la meilleure prise en charge, je trouve, pour des parents de façon générale. Eh ben, je te remercie. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on est sur YouTube et puis les différentes plateformes de podcast. Si vous voulez qu'on accueille un autre professionnel de santé, un professionnel de l'accompagnement périnatal, une thématique particulière, n'hésitez pas à le dire en commentaire, nous envoyer un mail. Bref, vous nous trouvez d'une façon ou d'une autre et vous nous le faites savoir. Et je te remercie encore, Virginie, c'était très intéressant. Merci à toi, c'était très agréable. À très bientôt. À bientôt.